À partir de maintenant, nous allons suivre les différentes étapes de la formation de l'urine tout au long du néphron. Celle-ci commence par la filtration glomérulaire. La filtration glomérulaire s'effectue au niveau du corpuscule rénal qui comprend les capillaires glomérulaires entourés par la capsule de Bowman. Il s'agit essentiellement d'un processus unidirectionnel, passif et non sélectif, au cours duquel les liquides et les solutés du plasma sont poussés à travers la membrane de filtration par la pression qui règne dans les capillaires glomérulaires. Comme ce processus ne demande pas d'énergie, on peut considérer les glomérules comme de simples filtres mécaniques. C'est un processus d'ultrafiltration puisqu'il a lieu à travers une membrane semi-perméable qui retient les globules rouges, les plaquettes et les protéines, sauf les plus petites, et il laisse passer l'eau et les substances dissoutes du plasma. Avant d'aborder le processus de filtration en tant que tel, nous allons d'abord examiner la structure du corpuscule rénal. La capsule de Bowman est formée de deux feuillets, séparés par une cavité, l'espace capsulaire, également appelé chambre de filtration, qui se prolonge au niveau du pôle urinaire par le tubule rénal. Le feuillet pariétal externe de la capsule est composé d'un épithélium simple squameux et il a un rôle strictement structural. Il ne participe pas à la formation du filtrat. Le feuillet viscéral s'attache aux capillaires du glomérule et il est composé de cellules épithéliales modifiées et ramifiées appelées podocytes. Le corps cellulaire des podocytes émet de longs prolongements cytoplasmiques qui entourent les capillaires glomérulaires et s'entrelacent les uns avec les autres. À l'opposé du pôle urinaire, le sang arrive et repart du glomérule au niveau du pôle vasculaire où se trouvent les artérioles afférentes et efférentes. Vous pourrez, en cliquant sur les différentes légendes de ces images, revoir ces parties du corpuscule rénal. Les podocytes de l'épithélium viscéral ont un peu la forme de pieuvre. Leur prolongement cytoplasmique se termine en pédicelles, des petites formations enchevêtrées qui s'attachent à la lame basale des capillaires glomérulaires. Le filtrat s'échappant des capillaires glomérulaires passe à travers les fentes de filtration, des espaces entre les pédicelles fermés par une fine membrane. En fait, pour sortir du plasma et atteindre l'espace capsulaire, les substances doivent franchir trois barrières qui constituent la membrane de filtration. D'abord, elles passent par les pores présents dans l'endothélium des capillaires glomérulaires, qu'on qualifie ainsi de capillaires fenestrés. Puis, par la membrane basale, constituée par la fusion des lames basales de l'endothélium capillaire et de l'épithélium viscéral capsulaire. La dernière barrière à franchir est la membrane qui ferme les fentes de filtration des podocytes, que l'on appelle également diaphragme. Les trois filtres en série qui composent cette membrane de filtration ont chacun des propriétés particulières qui leur permettent de bloquer de façon sélective la filtration des cellules et des protéines. Ainsi, les pores des capillaires ne laissent pas passer les cellules sanguines. La membrane basale, quant à elle, est faite d'un réseau de fibrilles de collagène et de glycoprotéines. Elle bloque le passage des protéines, sauf les plus petites, et elle laisse passer tous les autres solutés. Ce sont les glycoprotéines anioniques de la membrane qui refoulent les protéines plasmatiques également chargées négativement. Finalement, les macromolécules qui réussissent à traverser la membrane basale sont bloquées par les diaphragmes des fentes de filtration. La taille et la charge électrique des molécules déterminent leur passage sélectif à travers la membrane de filtration du glomérule. La perméabilité est maximale pour les molécules dont le poids moléculaire est inférieur à 10 kDa, comme l'urée et l'inuline, et nulle pour celles au-dessus de 70 kDa, comme l'albumine et les globulines. Pour un même poids moléculaire, les protéines cationiques traverseront plus facilement la barrière que les protéines anioniques, qui seront repoussées par les nombreux sites anioniques de la membrane basale. C'est également le cas de l'albumine. Le filtrat glomérulaire que l'on retrouve dans la capsule de Bowman est simplement un ultrafiltrat du sang, sans ses globules et ses plaquettes, et sans les grosses protéines plasmatiques. Les quelques protéines qui arrivent à franchir la membrane de filtration sont récupérées par endocytose par les cellules du tubule rénal. La composition et l'osmolarité de 300 milliosmoles par litre du filtrat sont presque identiques à celles du plasma,
sauf pour les substances liées aux protéines plasmatiques qui ne peuvent pas passer la membrane de filtration. C'est le cas des acides gras, du calcium, qui quant à lui est lié à 40%, des hormones stéroïdiennes et de certains médicaments. De plus, l'équilibre de Gibbs-Donan diminue légèrement les concentrations des cations et augmente celles des anions dans l'ultrafiltrat. En conditions normales, 1/5 du plasma qui circule dans les capillaires glomérulaires est filtré à l'intérieur des néphrons. Les 4 autres cinquièmes s'écoulent dans les capillaires péritubulaires et retournent par les veines rénales dans la circulation générale. Ce pourcentage de 20% de volume plasmatique filtré est appelé fraction de filtration. Nous pouvons donc estimer le débit de filtration glomérulaire, c'est-à-dire la quantité de filtrat produite par les reins en 1 minute, à partir de la valeur du débit plasmatique rénal et de la fraction de filtration. Ainsi, pour un débit plasmatique rénal de 625 ml par minute et une fraction de filtration de 20%, le débit de filtration glomérulaire sera de 125 ml par minute pour les 2 reins. L'avantage de ce grand débit de filtration est l'enlèvement rapide des déchets métaboliques, dont l'excrétion repose en grande partie sur la filtration. Cela permet aussi de traiter plusieurs fois par jour les liquides de l'organisme, ce qui peut s'avérer essentiel lors de l'ingestion d'une substance toxique ou tout simplement pour l'ajustement du volume et de la composition de ces liquides corporels. En effet, tout le plasma sanguin, qui est environ de 3 litres, est filtré plus de 50 fois par jour par les reins. 180 litres de filtrat traversent donc tous les jours le filtre glomérulaire. Les quantités filtrées sont considérables. 180 litres d'eau, soit plus de 4 fois la quantité d'eau corporelle totale, et plus de 10 fois celle du liquide extracellulaire d'un homme de 70 kg. Environ 25 000 milliosmoles de sodium, 19 000 milliosmoles de chlore et 700 milliosmoles de potassium, que l'on peut calculer en multipliant leur concentration plasmatique par le volume du filtrat. Pour ces ions, les quantités filtrées représentent plus de 10 fois celles contenues dans le compartiment extracellulaire. Ces chiffres impressionnants nous montrent bien l'énorme capacité des reins à réguler la composition et le volume du plasma et des autres liquides corporels. Nous allons maintenant étudier les mécanismes qui déterminent la filtration à travers la membrane de filtration. La pression nette de filtration, PNF, est la force motrice qui permet la formation du filtrat à une vitesse de 125 ml par minute. Tout comme la pression qui détermine les échanges entre les capillaires et l'espace interstitiel au niveau des tissus, elle dépend du jeu des forces de Starling, à savoir la pression hydrostatique glomérulaire, qui correspond essentiellement à la pression du sang dans les capillaires glomérulaires. C'est la principale force poussant le filtrat hors du glomérule. La pression hydrostatique capsulaire, exercée par le liquide présent dans la capsule rénale. Et finalement, la pression osmotique glomérulaire ou pression oncotique dans les capillaires glomérulaires. Elle est supérieure à celle du liquide capsulaire à cause de la présence des protéines restées dans le plasma. La pression hydrostatique glomérulaire est en moyenne de 55 mm de mercure et c'est la principale force qui pousse le filtrat hors du glomérule. La pression hydrostatique capsulaire s'y oppose, de même que la pression osmotique glomérulaire qui tend à faire entrer l'eau dans les capillaires glomérulaires. La PNF, à l'origine du débit de filtration de 125 ml par minute, est donc de 10 mm de mercure. Ceci peut sembler faible, mais comme elle s'exerce à travers une membrane très perméable, elle entraîne une filtration rapide et abondante. Le débit de filtration glomérulaire est influencé par 2 facteurs. La pression nette de filtration, mais également par le coefficient d'ultrafiltration KF, qui tient compte de la perméabilité et de la surface totale des capillaires disponibles pour la filtration. Le coefficient d'ultrafiltration KF est le produit de la surface de filtration du glomérule et de la perméabilité de la paroi capillaire. Cette surface de filtration est régulée par les cellules mésangiales glomérulaires. Ce sont des cellules étoilées disposées entre les capillaires glomérulaires et qui contiennent des faisceaux de filaments contractiles. En présence de certaines substances, elles peuvent se contracter et diminuer le débit de filtration glomérulaire,
en réduisant la surface totale des capillaires actifs et donc le coefficient de filtration. Toutefois, dans des conditions physiologiques normales, leur rôle est négligeable et le coefficient de filtration membranaire varie peu. Le débit de filtration glomérulaire est directement proportionnel à la pression nette de filtration et sera donc affecté par les différentes pressions qui la gouvernent. Normalement, la pression hydrostatique capsulaire varie peu, mais une obstruction des voies urinaires par un calcul ou par une tumeur peut augmenter celle-ci et diminuer voire arrêter le débit de filtration glomérulaire. La pression oncotique liée aux protéines plasmatiques varie également peu en conditions normales, mais des augmentations ou des diminutions pathologiques de la quantité de protéines plasmatiques peuvent diminuer ou augmenter le débit de filtration glomérulaire. Finalement, la pression hydrostatique glomérulaire est la seule susceptible d'affecter le débit de filtration glomérulaire en conditions physiologiques normales. Elle est directement liée à la pression artérielle, mais l'effet de cette dernière est négligeable, à moins qu'elle ne soit très basse ou très élevée. Ceci est possible grâce à des mécanismes de régulation puissants qui font intervenir les résistances des artérioles glomérulaires. Afin de mieux comprendre comment s'effectue le contrôle du débit par les artérioles, il faut d'abord aborder quelques mécanismes que vous verrez plus en détail dans le cours de physiologie de la circulation. De façon générale, toutes les artérioles de notre organisme ont la capacité de se contracter et de se relâcher grâce à leurs parois riches en fibres musculaires lisses. Le diamètre de ces vaisseaux est réduit par la vasoconstriction et augmenté par la vasodilatation. Par conséquent, une vasoconstriction artériolaire se traduira par une diminution de diamètre, par une augmentation de la résistance à l'écoulement et donc par une accumulation du sang et une augmentation de la pression en amont et une diminution du débit et donc de la pression en aval du site de constriction. Une vasodilatation aura bien sûr les effets inverses. Autrement dit, lorsque la résistance artériolaire augmente, le débit sanguin rénal, situé en aval, diminue. L'effet sur le débit de filtration glomérulaire dépendra cependant du lieu où se fera l'augmentation de résistance. Ceci est dû à l'organisation particulière de la circulation glomérulaire avec ses deux artérioles afférentes et efférentes. Sur cette diapositive, le schéma de gauche représente le débit sanguin rénal et le débit de filtration glomérulaire en dehors de tout changement de rayon des artérioles. Nous voyons à droite que lors d'une vasoconstriction de l'artériole afférente, l'augmentation de résistance se traduit par une diminution de la pression en aval, donc de la pression hydrostatique glomérulaire. Ceci entraîne une diminution du débit sanguin rénal et du débit de filtration glomérulaire. L'effet inverse est observé avec une vasodilatation et donc une diminution de la résistance de l'artériole afférente. Lorsque la vasoconstriction se produit sur l'artériole efférente, le sang s'accumule en amont et donc la pression hydrostatique glomérulaire augmente. Dans ce cas, l'augmentation de la résistance à l'écoulement se traduit par une diminution du débit sanguin rénal, mais une augmentation du débit de filtration glomérulaire. L'effet inverse est également observé avec une vasodilatation. En résumé, la vasoconstriction des deux artérioles réduit le débit sanguin rénal, mais a des effets diamétralement opposés sur le débit de filtration glomérulaire. Nous allons voir que ces propriétés sont importantes dans la régulation du débit sanguin rénal et du débit de filtration glomérulaire. On distingue deux niveaux de régulation, une régulation intrinsèque, c'est-à-dire au niveau du rein lui-même, et on parle alors d'autorégulation, puis une régulation extrinsèque à travers des influences nerveuses et hormonales. Le mécanisme rénal d'autorégulation permet de maintenir le débit sanguin rénal et le débit de filtration glomérulaire lors des variations de pression artérielle. Ainsi, le débit sanguin rénal et le débit de filtration ne changent pas pour des variations entre 80 et 180 mm de mercure de la pression artérielle moyenne. L'autorégulation rénale du débit sanguin est effectuée par les artérioles. Ce phénomène est observé même sur le rein isolé et perfusé, ce qui montre bien que ce sont des mécanismes intrinsèques, c'est-à-dire propres au rein, qui en sont responsables. L'autorégulation du débit est observée dans la plupart des tissus. Et comme vous le verrez en physiologie cardiovasculaire, sa principale fonction est de maintenir l'apport en oxygène et nutriments en dépit des variations de pression artérielle.
Dans le cas des reins, le rôle primordial de l'autorégulation du débit sanguin est d'assurer la constance du débit de filtration glomérulaire et donc de la fonction rénale. L'autorégulation du débit sanguin rénal et du débit de filtration glomérulaire est possible grâce à des mécanismes de régulation intrinsèques, c'est-à-dire des mécanismes locaux par lesquels le rein ajuste en permanence les débits, et en particulier le débit de filtration glomérulaire, pour le maintenir constant à 125 ml par minute. Ces mécanismes n'ont pas tous été élucidés, mais 2 d'entre eux ont été identifiés. Il s'agit du mécanisme vasculaire myogène et du rétrocontrôle tubulo-glomérulaire. Dans les 2 cas, nous verrons que la régulation s'effectue systématiquement au niveau des artérioles afférentes. Le mécanisme vasculaire myogène n'est pas observé uniquement dans les artérioles rénales. Il reflète la tendance générale du muscle lisse vasculaire à se contracter sous l'effet de l'étirement. C'est ainsi que l'étirement de la paroi des artérioles afférentes par une augmentation de pression sanguine entraîne une ouverture de canaux calciques sensibles à l'étirement, une entrée de calcium dans les cellules musculaires lisses et leur contraction. La vasoconstriction provoque une diminution du débit de filtration glomérulaire, limitant ainsi l'effet indésirable de la pression sur ce débit. Une diminution de la pression artérielle a l'effet inverse, provoquant une relaxation du muscle lisse artériolaire. Contrairement au mécanisme vasculaire myogène, le rétrocontrôle tubulo-glomérulaire est propre au rein. C'est une boucle de régulation locale impliquant l'appareil juxtaglomérulaire. Avant de continuer, je vous invite à revoir le chapitre 3 si vous ne vous rappelez pas suffisamment de la structure de cette partie du néphron. On parle de rétrocontrôle car dans ce mécanisme, la filtration glomérulaire est régulée par les cellules de la macula densa de l'appareil juxtaglomérulaire qui sont situées dans le tubule rénal distal, bien en aval du lieu de la filtration. Ces cellules sont de véritables osmorécepteurs sensibles à la composition du liquide tubulaire. En réponse à des variations de la concentration tubulaire de NaCl, les cellules de la macula densa libèrent une ou des substances qui vont agir sur les cellules musculaires lisses de l'artériole afférente. On parle dans ce cas de régulation paracrine, car les effets de la substance libérée s'exercent à proximité par opposition à la régulation endocrine, comme celle de plusieurs hormones, qui agissent à distance de leur site de libération. Le rétrocontrôle tubulo-glomérulaire fonctionne de la façon suivante. Une augmentation du débit de filtration glomérulaire entraîne une augmentation de la concentration tubulaire de NaCl, parce que sa filtration est augmentée, mais également parce que l'augmentation du débit de filtration dans les tubules limite la capacité de réabsorption tubulaire. Les cellules de la macula densa libèrent alors une substance vasoconstrictrice qui va provoquer la contraction de l'artériole afférente et diminuer le débit de filtration glomérulaire. Une diminution du débit de filtration glomérulaire aura les effets inverses sur la concentration tubulaire de NaCl. Les cellules de la macula densa libéreront alors moins de substances vasoconstrictrices. La conséquence sera une vasodilatation de l'artériole afférente et une augmentation du débit de filtration glomérulaire. La signalisation paracrine entre la macula densa et l'artériole afférente est complexe et l'on ne connaît toujours pas la ou les substances impliquées. Plusieurs médiateurs ont été proposés comme l'adénosine, le monoxyde d'azote ou encore l'endothéline. Tant que la pression artérielle systémique se maintient entre 80 et 180 mm de mercure, les systèmes d'autorégulation rénale compensent ces fluctuations en modifiant la résistance des artérioles afférentes. Toutefois, ces mécanismes ne fonctionnent plus lorsque la pression artérielle chute en dessous de 80 mm de mercure, par exemple suite à une hémorragie ou à une déshydratation sévère. Comme vous le verrez lors du cours de physiologie cardiovasculaire, la pression artérielle est maintenue constante grâce entre autres à des contrôles nerveux et hormonaux. Lorsque la pression chute en dessous de 80 mm de mercure, ces facteurs extrinsèques peuvent prendre le pas sur l'autorégulation rénale et affecter le débit de filtration glomérulaire. Lorsque la pression artérielle chute en dessous de 45 mm de mercure, la pression hydrostatique devient alors égale aux forces qui s'y opposent,
la PNF devient nulle et la filtration s'arrête. Cet arrêt de la filtration est en fait une adaptation bénéfique car elle permet de préserver, pour un temps du moins, le volume plasmatique. La régulation nerveuse peut dépasser l'autorégulation en cas de stress extrême, comme une hémorragie ou une hypotension sévère, ou encore dans une situation d'urgence qui requiert toutes les ressources de l'organisme. Elle permet ainsi de pourvoir aux besoins en détournant le sang vers le cœur, le cerveau et les muscles squelettiques aux dépens de la circulation rénale. Ceci se fait à travers une activation du système nerveux sympathique et une libération d'adrénaline par les surrénales. Presque tous les vaisseaux rénaux, et en particulier les artérioles afférentes et efférentes, ont une riche innervation sympathique. Une forte activation des nerfs sympathiques rénaux fait contracter surtout les artérioles afférentes et diminue donc le débit de filtration glomérulaire. Une activation faible ou modérée a par contre peu d'effet. L'activation sympathique est sans doute très importante dans des situations extrêmes. Toutefois, chez un sujet bien portant, le tonus sympathique rénal a peu d'effet sur la fonction rénale. L'activation du système rénine-angiotensine commence par la libération de rénine par les cellules juxtaglomérulaires rénales. Divers stimuli peuvent déclencher cette libération lors d'une chute de pression artérielle. Ainsi, lorsque la pression artérielle moyenne diminue sous les 80 mm de mercure, la paroi de l'artériole afférente est moins étirée et les barorécepteurs déclenchent une libération de rénine par les cellules juxtaglomérulaires. Également, la réduction du débit de filtration glomérulaire qui accompagne la chute de pression entraîne une diminution de la concentration tubulaire de NaCl. En plus de leur action sur l'artériole afférente, les cellules de la macula densa vont également déclencher une libération de rénine par les cellules juxtaglomérulaires. Attention, il ne faut pas confondre cet effet hormonal avec le mécanisme de rétroaction tubulo-glomérulaire que nous avons vu tout à l'heure. Finalement, la stimulation du système nerveux sympathique en réponse à la chute de pression stimule directement la libération de rénine à travers des récepteurs adrénergiques de type bêta-1 situés sur les cellules juxtaglomérulaires. Voici une synthèse des différents facteurs qui favorisent ou inhibent la libération de rénine par les cellules juxtaglomérulaires. L'activation du système rénine-angiotensine commence avec la sécrétion de rénine par les cellules juxtaglomérulaires. La rénine est une enzyme dont le substrat est l'angiotensinogène, une protéine plasmatique inactive produite par le foie. Sous l'action de la rénine, l'angiotensinogène est converti dans la circulation sanguine en un décapeptide, l'angiotensine 1, également inactive. Puis l'angiotensine 1 est à son tour converti en angiotensine 2 sous l'effet d'une enzyme appelée enzyme de conversion de l'angiotensine que l'on retrouve dans l'épithélium capillaire des poumons, mais également dans d'autres organes comme le rein. L'angiotensine 2 est un peptide de 8 acides aminés qui a un rôle fondamental dans la régulation de la pression artérielle. Elle a de multiples actions, toutes destinées à augmenter la pression artérielle. Parmi celles-ci, nous citerons un effet vasoconstricteur puissant, en particulier au niveau des artérioles, et une stimulation de la synthèse et de la libération d'aldostérone par les surrénales. Comme nous le verrons par la suite, l'aldostérone augmente le volume du liquide extracellulaire et donc le volume plasmatique, en favorisant la réabsorption de sodium et d'eau par le rein. Bien que la principale fonction du système rénine-angiotensine soit la régulation de la pression artérielle et du volume du liquide extracellulaire, son activation en réponse à une chute de pression a un effet bénéfique sur le débit de filtration glomérulaire. Son effet vasoconstricteur est plus important au niveau de l'artériole efférente, qui possède plus de récepteurs à l'angiotensine sur ses cellules musculaires lisses. Ceci favorise le maintien de la pression hydrostatique glomérulaire et limite la chute du débit de filtration glomérulaire. Les cellules rénales produisent plusieurs substances qui peuvent affecter les résistances artériolaires et modifier le débit sanguin rénal et le débit de filtration glomérulaire de façon paracrine. De plus, elles peuvent modifier le coefficient d'ultrafiltration en agissant sur les propriétés contractiles des cellules mésangiales. Parmi les substances vasodilatatrices qui augmentent le débit sanguin rénal et le débit de filtration glomérulaire,
Citons le monoxyde d'azote et surtout les prostaglandines. Parmi les substances vasoconstrictrices, nous citerons l'endothéline et l'adénosine, qui est un vasodilatateur partout dans l'organisme, sauf au niveau rénal. Une de ces deux substances pourrait être la substance libérée par la macula densa dans l'autorégulation. Pour terminer ce cours, voici un petit problème qui vous permettra de vérifier si vous avez bien compris certaines des notions que nous avons abordées. Appuyez sur la touche diapositive suivante pour voir la réponse. Voici la réponse. L'inverse est bien sûr également vrai, à savoir qu'une hyperprotéinémie, souvent liée à une déshydratation, entraînera une augmentation de la pression oncotique et une diminution du débit de filtration glomérulaire, ce qui, dans le cas d'une déshydratation, sera plutôt bénéfique.